Comment le téléphone détecte-t-il où l'on touche l'écran? Tu sais déjà, non? C'est une excellente question. Gardons ça pour la fin, reste là, il y a d'autres merveilles. Passons à la suivante. Qu'est-ce que le riz étuvé? Si tu vas au supermarché et que tu lis les emballages de riz, tu verras qu'il y a certains riz sur lesquels il est écrit qu'ils sont étuvés. Ce nom anglais combine deux mots, partial, partiel et boiled, bouilli. Donc, il est partiellement bouilli, c'est-à-dire qu'il est pré-cuit. Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique? Le riz est une graine qui ressemble au blé. Là-bas, il pousse avec une petite coque autour et le riz qu'on achète n'a plus cette coque. Le riz doit être décortiqué. Généralement, le riz encore avec sa coque va passer dans une machine qui le frotte pour enlever la coque. Le problème est que plusieurs petits grains se cassent dans ce processus. Ils ont donc inventé un moyen de renforcer le riz avant le décortiquage en le faisant bouillir. Plusieurs choses vont se produire. Le riz ramollit, puis devient plus résistant. Une autre chose importante qui se passe, c'est que certains nutriments de la coque passent dans le riz. Donc, au final, le grain devient plus nutritif. Il a volé ses nutriments à la coque. Ce riz étuvé colle moins à la casserole et est plus léger, donc plus facile à préparer. Je dois avouer que je n'aime pas trop manger du riz étuvé. J'ai l'impression qu'il a moins de goût. Je ne sais pas. Je préfère la texture du riz non pré-cuit. Mais c'est personnel, le riz étuvé ne pose aucun problème. Plus on monte, moins il y a d'air, n'est-ce pas? Alors, comme la fusée continue de brûler pour donner de la poussée, d'où la fusée tire-t-elle l'air pour brûler une fois qu'il n'y a plus d'air? Oh là là, mon Dieu, je vais encore casser ce truc. Pour la 28e fois, je vais faire tomber cette fusée. C'est bien ça. Voici la bête. Le Saturn V a transporté l'homme sur la Lune. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que la zone où sont les gens, c'est juste cette petite pointe ici. Le reste, c'est presque uniquement du carburant. Cette affirmation est simplifiée, ce n'est pas uniquement du carburant. Ceci est une image simplifiée du premier étage de cette fusée. Le premier étage, c'est cette partie-là, d'accord? C'est la première larguée lors de la montée. À l'intérieur, vous voyez deux réservoirs. Un LOX tank et un RP1 tank. RP1 signifie roquette propellant. Un soit le carburant de fusée numéro 1, qui n'est rien d'autre qu'un kérosène super purifié. Un kérosène qui ne doit contenir aucun élément pouvant compromettre sa combustion. Pendant le vol de la fusée, LOX signifie oxygène liquide. Oui, oxygène liquide. Pour répondre à ta question alors, qu'y a-t-il à l'intérieur de cette fusée? Ce n'est pas seulement du carburant, il transporte beaucoup d'oxygène liquide pour brûler là-haut. Parce qu'il est tellement comprimé, mais tellement comprimé qu'il devient liquide. C'est similaire à ce qui arrive avec le gaz de cuisine dans la bonbonne, le GPL, gaz de pétrole liquéfié. Quelle est l'explication de la peur du vide? Pour commencer, tout le monde a un peu peur du vide. Moi-même, j'ai un peu peur de la hauteur. Vous n'avez pas ressenti un frisson lors de l'expérience gravitationnelle sur l'immeuble ou quand je suis monté sur la falaise pour montrer le nœud d'escalade. Quand j'ai atterri en hélicoptère sur une plateforme pétrolière ou grimpé à 120 mètres dans une centrale éolienne. Ou alors, vous voyez, cette peur est naturelle, on craint ce qui peut nous nuire, surtout en hauteur. C'est dangereux pour l'humain. Si tu glisses ou qu'il arrive quelque chose, tu peux mourir. Le nom de la peur du vide, c'est l'acrophobie. Et ce genre de phobie existe pour beaucoup d'autres peurs. Regarde, la claustrophobie, c'est la peur des endroits fermés. Comme entrer dans un sous-marin fait maison, l'arachnophobie, c'est la peur des araignées, l'hémophobie, c'est la peur du sang, la coulrophobie, c'est la peur des clowns. À part les clowns, toutes ces autres choses sont vraiment des choses qui font peur quand on y fait face, non? Quand tu vois du sang couler, c'est parce qu'il y a quelque chose de vraiment grave qui se passe. Mais il y a un détail, on utilise un peu ces mots n'importe comment. Tu entres dans un lieu fermé et dis « j'ai la claustrophobie ». Mais ceux qui en souffrent ont vraiment peur. Ce n'est pas une simple peur qui survient. Elle peut paniquer, transpirer à froid, vouloir aller aux toilettes, ne plus parler, trembler. Et là, ça peut devenir un vrai problème. L'origine de ces peurs peut venir de plusieurs endroits différents, comme la nature elle-même. Tu as peur du vide, mais ça peut aussi venir d'un traumatisme social, non? Une histoire très triste arrivée à sa famille ou dans son pays. Et donc, comme pour n'importe quel autre problème qui se passe dans notre tête, le traitement doit être fait par un psychologue, un psychiatre, tout ça. Pour t'aider à surmonter ta peur excessive de certaines choses.
La peur des araignées, de la hauteur, des lieux clos ou du sang est courante. Voici l'explication de la peur des clowns. Je pense que je vais vous devoir cette explication, mais elle existe, oui. Comment se fait-il qu'il existe différents niveaux de la mer? La mer ne devrait-elle pas être plate comme une piscine? Eh bien, pour commencer, la Terre est ronde, donc ce n'est pas exactement comme une piscine. Mais ça pourrait être une sphère parfaite, non? Un niveau de la mer qui serait exactement pareil, tout lisse. Sauf que non, ce n'est pas vraiment comme ça. En analysant précisément la Terre avec de bons instruments, on constate qu'elle n'est pas parfaitement sphérique, que le jour n'a pas exactement 24 heures, que l'année n'a pas exactement 365 jours, que l'orbite de la Terre autour du Soleil n'est pas un cercle parfait. Même les pôles ne sont pas situés à un point précis. Il en sera de même pour le niveau de la mer. Il y a des endroits où il est un peu plus bas, d'autres où il est un peu plus haut. Et, à première vue, il est facile de deviner certaines raisons à cela. D'abord, il y a la marée. Imaginez que vous êtes là au Panama, avec d'un côté l'océan Atlantique et de l'autre l'océan Pacifique. Quand la marée monte, le comportement d'un océan peut être un peu différent de l'autre, parce qu'ils sont organisés là d'une manière différente. Et puis, il y a aussi le vent. Il y a les courants marins, qui sont les mouvements de l'eau de mer, et qui sont différents d'un océan à l'autre. La gravité influence aussi le niveau de la mer. La gravité terrestre varie selon les endroits. Il y a des endroits où les roches sous nos pieds sont plus denses, et là, il y aura plus de gravité. Si vous montez sur une balance, elle indiquera un poids plus élevé. À ces endroits, plus d'eau s'accumule et le niveau de la mer devient un peu plus élevé. J'avais justement cette question et j'ai appelé Sergio Saccani pour lui demander. Un lieu avec plus de gravité aura-t-il moins ou plus d'eau? Il m'a expliqué, et ça me paraît logique, que plus d'eau s'accumule ici comme un aimant attire le métal. La gravité attire plus d'eau. Si on est au 21e siècle, comment ça se fait que l'année soit 2025? Ça ne devrait pas être 2100 et quelque chose si c'est le 21e siècle? Il y a quelque chose qui ne colle pas, non? Réponse intéressante. Allons au tableau. Revenons au début des temps et pensons à comment on compte les siècles. Donc, de l'an 1 jusqu'à l'an 100, on est au 1er siècle. De l'an 101 jusqu'à l'an 200, on est au 2e siècle. De 200 à 300, c'est le 3e siècle. Du 301 au 400 au 4e siècle. Ici, vous remarquez déjà quelque chose d'étrange. En l'an 350, vous êtes au 4e siècle. Le siècle est le 4e, mais l'année débute par 3. Donc, il semble que le siècle soit toujours un numéro en avance par rapport à l'année dans laquelle vous êtes. Mais continuons. De 101 à 500, 5e siècle et 11e siècle. Cette chose étrange dont j'ai parlé se produit toujours jusqu'à la fin. Ici, tu vois, nous sommes en l'an 1001, mais nous sommes déjà au 11e siècle, c'est-à-dire ça commence par X, ici le millénaire, mais nous sommes déjà au 11e siècle. Faisons un saut, car je n'écrirai pas jusqu'au 21e siècle ici. Si on pense à l'année 2001 jusqu'à l'année 2100, on ne sera plus au 11e, on sera au X 11e. Ce comptage nous a mené ici en 2025. 2025 commence par 2000 et 0. Pourtant, on est déjà au 21e siècle. En conclusion, l'année 2025 se situe dans cet intervalle, entre 2001 et 2005. On a la fausse impression qu'on devrait être au 20e siècle, parce que les chiffres ici indiquent 20 au début. Oui, j'ai compris que selon ton calcul, nous sommes au 21e siècle. Et pour l'origine de Mala c'est mal ça? Tu dis c'est mal ça, mais Ibéré, si tu vas parler de mes origines, j'ai honte. Beaucoup m'ont déjà demandé si cette voix est générée par ordinateur ou autre. Non, je fais juste une voix nasillarde et je mets ma langue entre mes dents. J'ai créé ce personnage car je ne supportais plus les commentaires ennuyeux sur les vidéos. Je ne sais pas, il y a un très faible pourcentage, d'accord? Ce ne sont pas vous, mais certaines personnes qui regardent cette vidéo uniquement pour y trouver un problème. D'accord, nos vidéos ne sont pas parfaites. Il va forcément y avoir un problème ou un autre dans une vidéo, oui, mais, je ne sais pas, la personne, si tu dis A, elle se plaint parce que tu n'as pas dit B, elle se plaint de tout, elle veut absolument trouver un défaut. Tu as oublié quelque chose dans la vidéo? Oui, forcément, car elle ne dure que 15 minutes. Impossible d'aborder le monde entier en une vidéo. Ce personnage sert juste à faire ce commentaire pénible que je sais déjà qu'il fera. Il anticipe le commentaire en répondant directement dans la vidéo, évitant ainsi qu'il survienne. Au final, je trouve ça plutôt cool, parce que ça permet de répondre aux questions que beaucoup de gens se posent. Mais j'ai une crainte, c'est la suivante.
Certaines personnes peuvent penser que c'est un personnage qui pose des questions bêtes, mais ce n'est pas du tout le cas. J'aime les questions que beaucoup jugent bêtes, car elles contiennent, selon moi, le secret. Ces questions permettent de découvrir quelque chose d'intéressant à répondre. Fais attention aux prochaines questions de Béret. Réponds comme si beaucoup de gens penseraient que ce sont des questions bêtes, mais ce sont des questions très intéressantes et ce ne sont pas celles que Malassem Alsa pose. Il aime vraiment chercher des ennuis et la petite bête. On observe la partie sombre du croissant de lune grâce à une lumière. S'agit-il d'un reflet de la Terre? Regarde cette photo du croissant de lune. La partie claire est très visible, mais on distingue aussi un peu l'autre côté. J'ai dessiné un schéma du Soleil, de la Terre et de la Lune. Oh, mais Béret, le soleil est bien plus grand que la Terre. Sur ton dessin, là, il éclaire même jusqu'à la Lune. J'ai fait un schéma ici. C'est juste une version simplifiée de ce que je vais montrer sans besoin d'être à l'échelle. Même si le soleil allait devenir énorme, ça aurait été difficile à expliquer. Je ne vous ai pas dit qu'il chipote surtout, dans cette situation. Ici, le soleil allait éclairer la Terre parce que les rayons de lumière arrivent jusqu'ici, et il allait aussi éclairer la Lune. Mais rappelons-nous qu'il ne peut pas éclairer toute la Lune. Il va éclairer seulement la moitié de la Lune, seulement la partie de la Lune qui reçoit le soleil. Donc, si tu observes la Lune à ce moment-là depuis la Terre, tu verras une partie claire qui reçoit le Soleil et une partie sombre où les rayons de lumière n'arrivent pas. Ce sera la Lune croissante ou la Lune décroissante. Mais il y a un détail. Une partie de cette lumière qui arrive ici sur Terre finit par être renvoyée vers l'extérieur, n'est-ce pas? La Terre est illuminée et la lumière se reflète. La Terre réfléchit la lumière. Une partie de cette lumière atteint la Lune. Donc, ici sur Terre, la nuit, parfois, tu peux marcher dans le noir grâce à la lumière de la Lune. Sur la Lune, si tu es du côté sombre, peut-être que tu pourras marcher grâce à la lumière de la Terre. Ce serait la lumière de la Terre, n'est-ce pas? La lumière que la Terre réfléchit, celle du Soleil qui arrive jusque-là. Mais il y a un détail. Cette lumière qui vient de la Terre va éclairer cette partie de la Lune qui était sombre. Et cette lumière se reflète sur la Lune et revient vers la Terre. Oui, tu vois, regarde ce chemin fou. La lumière est partie du Soleil, a été réfléchie par la Terre, puis la Lune avant d'atteindre tes yeux. Ce phénomène est expliqué à la page 22 de notre livre Mystère de l'univers. D'ailleurs, cette lumière s'appelle la lumière cendrée, parce que c'est une lumière grisâtre. Si tu veux en savoir plus sur le livre, il te suffit de cliquer sur le lien qui se trouve ici dans la description. D'accord? Commencez. Les virus ont été découverts alors que les premiers microscopes ne pouvaient pas les visualiser. Ça mérite une enquête historique ici, hein? D'abord, distinguons virus et bactéries qui sont très différents. La bactérie, c'est une cellule, elle se nourrit, elle possède plusieurs organites, il y a plusieurs petits organes à l'intérieur de la cellule, elle se reproduit toute seule et tout ça. Elle peut vivre dans un autre être ou non, mais les bactéries sont assez complètes, contrairement aux virus. Ils sont très simples et doivent infecter une cellule pour se reproduire et survivre. Donc, un virus n'existe pas tout seul, il a besoin d'un autre être vivant pour pouvoir se reproduire et tout le reste. La bactérie est bien plus grande qu'un virus, la différence de taille est considérable. C'est pour ça que la bactérie a été découverte bien avant. On a pu voir les bactéries bien avant les virus. Anthony van Leeuwenhoek. Essaye de lire ce nom ici en bas, c'est néerlandais, Leeuwenhoek. Je pense que c'est comme ça qu'on prononce. C'est ce gars-là qui, en 1676, a réussi à voir les bactéries pour la première fois. C'est pourquoi il est considéré comme l'une des personnes qui a réussi à découvrir les bactéries. Et il a pu les voir justement parce qu'il perfectionnait les microscopes, n'est-ce pas? Il étudiait ses instruments optiques. Le virus a été découvert bien plus tard, en 1892. Et là, vous pouvez imaginer, mince, parce qu'il y avait déjà des microscopes bien meilleurs qui permettaient de voir les virus. Non, on ne pouvait pas encore voir les virus. Découvert sans voir. Comment? Un biologiste appelé Dimitri Ivanovski a découvert qu'il y avait une maladie sur les feuilles de tabac, n'est-ce pas? Sur les feuilles de tabac. Ça rendait les feuilles jaunâtres et tout le reste. Comme la maladie n'était pas due à une bactérie, il préparait un liquide avec ses feuilles et utilisait un filtre capable de retenir presque toutes les bactéries connues. Mais ce qui sortait de l'autre côté était encore infectieux, ça causait quand même la maladie. Malgré tout. À cette époque, on a découvert un autre type de micro-organisme, différent des bactéries, qui causaient des maladies. Le nom virus a été donné, venant du mot signifiant poison ou liquide nocif. On ne réalisait pas vraiment ce qui se passait.
jusqu'aux années 1940 avant l'arrivée du microscope électronique. Et non, ce n'est pas ce microscope qu'on a ici dans Manual do Mundo où on peut tout voir sur un petit écran, non. Ce microscope qu'on a ici est un microscope optique, n'est-ce pas? Il utilise des lentilles classiques. Une caméra capte la lumière pour l'afficher à l'écran. Le microscope électronique fonctionne d'une autre manière. Le microscope électronique n'utilise pas la lumière. Il utilise un faisceau d'électrons, donc il envoie une sorte de petit rayon d'électrons sur l'échantillon, sur ce que vous voulez observer. Un capteur capte ce résultat. On peut alors observer des objets bien plus petits qu'avec un microscope optique classique. Et il faut rappeler qu'il y a une chaîne qui s'appelle Manual do Mundo, qui a déjà fait une vidéo sur le microscope électronique là-bas chez Mawar. C'est vraiment sympa, hein? Voici le lien pour regarder. Pourquoi n'y a-t-il pas de japonais chauve? Je le dis souvent sur eBay. Je réponds que ça commence même à devenir un peu fatigant. C'est que, avant de comprendre pourquoi une chose se produit, il faut d'abord voir si cette chose se produit vraiment. Il n'y a pas de japonais chauve? Au moment où j'ai lu cette question, j'ai tout de suite pensé à Monsieur Miyagi, qui était un personnage de Karate Kid, un film de 1984 très populaire durant mon enfance. Tout le monde aimait beaucoup Monsieur Miyagi, qui enseignait le karaté à Daniel, n'est-ce pas? Un personnage charismatique et sympa. Et Monsieur Miyagi est interprété par un acteur qui est né aux États-Unis, mais qui a des origines japonaises. Il s'appelle Patty Morita, ou il s'appelait Patty Morita, parce qu'il est déjà décédé. Et il était chauve, donc on ne peut même pas répondre à la deuxième partie parce qu'il y a des japonais chauves. Oui, c'est normal. Mais attends, j'ai pensé à un truc sympa. Il y a environ un mois, je suis allé avec Marie, Hélène et Mélissa voir Karate Kid Legend. J'ai trouvé ce film vraiment sympa, surtout quand on refait un film. Faire une suite à un film culte qui a marqué tant de vies, c'est une grande responsabilité. Il fallait un film à la hauteur du précédent et je trouve que c'est le cas. Oui, il est très réussi. Le garçon qui joue là-bas et fait les combats est vraiment très bon. C'est bien meilleur que le combat, bien meilleur que Karate Kid que j'ai vu dans les années 80. Le scénario est sympa. C'est un film pour les jeunes, on ne peut pas s'attendre à un scénario super complexe, mais j'ai trouvé que le billet en valait la peine. Et dans ce film, le sensei, celui qui apprend à se battre aux garçons, c'est Jack Chan, un gars très célèbre que beaucoup connaissent. En regardant le film, j'ai pensé qu'il avait l'âge de Patty Morita lors du tournage dans les années 80. Sauf que ce n'est pas Monsieur Miyagi. Patty Morita avait 51 ans lors du tournage en 1984, tandis que Jack Chan en avait 70 pour le film actuel. Il était presque 20 ans plus âgé que Patty Morita. Mais, du moins d'après mon impression, il est beaucoup mieux conservé. Il paraît plus jeune, alors peut-être que les gens vieillissent moins. Donne-moi ton avis, as-tu vu les deux films? Si le nom du pays est Nouvelle-Zélande, où se trouve la Zélande? Cette question semble bête, mais elle est très intéressante. Chaque fois qu'un endroit s'appelle Nouvelle, quelque chose, ou Nouveau, quelque chose, il doit exister l'original, celui qui est venu en premier. New York, aux États-Unis, doit son nom à la ville britannique de York. Nova Friburgo, à Rio de Janeiro, porte le nom de la ville suisse de Fribourg. Novembourg, au Rio Grande do Sul, doit son nom à la ville allemande de Hambourg. Où est la célèbre Zélande de la Nouvelle-Zélande? Le premier Européen arrivé en Nouvelle-Zélande, île proche de l'Australie, était-il hollandais ou néerlandais? Comment dire? Abel Tasman, navigateur né aux Pays-Bas en 1642. Et oui, c'est à cause de lui que l'île voisine, juste à côté, s'appelle la Tasmanie. C'est cool, non? Je pense que ça vaut déjà un like rien que pour ça. Aux Pays-Bas, il y a une province appelée Zélande. Donc, on a donné le nom de Nouvelle-Zélande à cause de la province de Zélande qui se trouve aux Pays-Bas. Toujours une question réservée aux membres ici, qui bénéficient d'un accès anticipé aux vidéos sur le manuel. On publie d'abord pour les membres, c'est sympa car ils peuvent commenter entre eux. Ils voient la vidéo en avant-première avant son lancement public. On a mis un tarif très bas pour adhérer à Manual do Mundo. 1,99 €. C'est le minimum possible qu'on peut mettre là, c'est pour vous faciliter les choses. Ibere, pourquoi ne sent-on pas le goût quand on mange en se bouchant le nez? Salut, salut Murillo. Quand on prend une bouchée, une picanha par exemple, notre langue ne peut ressentir que 5 saveurs. Ce sont le sucré, le salé, l'amer, l'acide et l'umami. Si seule la bouche intervenait, la nourriture aurait peu de goût.
Mais la saveur des aliments n'est pas seulement déterminée par le goût, elle l'est aussi par ce que le nez perçoit, et pas seulement par ce que le nez perçoit lorsqu'il sent la nourriture. Quand tu mets la nourriture en bouche et la mâches, tu la brises, et des gaz s'en dégagent. Dans ta tête, ces gaz passent par un conduit jusqu'à ton nez. C'est interne, d'accord ? Et là, tu vas sentir l'odeur de la nourriture qui est à l'intérieur de ta tête. 80% de la saveur d'un aliment vient de l'odeur et non du goût. Ça vient de ce que tu ressens par ton nez, et non de ce que tu ressens par ta bouche. Et là, dans le nez, c'est une autre histoire. Notre nez est pratiquement un laboratoire de chimie. C'est très subtil, il arrive à percevoir des différences minimes. Pour te donner une idée, les études récentes estiment qu'on peut percevoir environ 1 trillion d'odeurs. J'ai déjà évoqué ici un truc très cool dans le manuel du monde. Répéter ne coûte rien. Chaque odeur signifie que des molécules du matériau sont arrivées à ton nez. Donc, l'odeur de caca de chien signifie que du caca de chien entre en toi. Mais passons à notre question qui a donné naissance à cette vidéo et qui a provoqué ton clic. Comment le téléphone sait-il où tu poses ton doigt? Quand j'étais enfant, il y avait déjà quelques écrans qui étaient sensibles au toucher, non? Il y avait déjà des écrans tactiles. Mais ils étaient horribles, parce qu'il fallait vraiment appuyer sur l'écran, il s'enfonçait un peu. On appelait cela un écran résistif. Un film sur l'écran réagissait à la pression, créant un contact électrique permettant à l'appareil de détecter où tu touchais. D'abord, ça masquait un peu la vue, l'image semblait laiteuse. Elle posait problème car en appuyant trop fort sur l'écran, il risquait de se percer, se déchirer et de ne plus fonctionner. Ce n'était pas agréable, il fallait appuyer très fort pour que ça marche. Contrairement au téléphone portable, il détecte ta présence sans toucher l'écran. À ma connaissance, cet écran détecte un seul point de contact. On ne pouvait pas faire ces gestes d'agrandissement sur les anciens téléphones, car maintenant on utilise un autre type d'écran. Voyons cela ensemble. Ce truc vraiment fou ici, c'est une boule de plasma. Son noyau génère de l'énergie en continu, des volts, à très haute tension. Cette énergie traverse le gaz et le transforme en plasma. Ce gaz perd ou gagne des électrons, devient ionisé et permet à l'énergie de circuler. Il y a une couche de verre autour, mais si je mets ma main, l'énergie essaie d'aller vers ma main. Elle ne peut pas atteindre ma main à cause du verre, donc je ne reçois aucune décharge. Mon corps étant conducteur, l'énergie tente de s'échapper par moi comme par un fil de terre. Si je prends un objet qui conduit mal l'électricité, comme ce cahier, l'effet ne se produit presque pas. Maintenant, si je prends un tournevis qui conduit bien l'électricité, regardez, il y a déjà beaucoup d'énergie qui essaye de s'échapper par là. Garde cette expérience ici et allons voir au tableau maintenant. Sur le téléphone, juste sous le verre, tu ne vois pas. Plusieurs petits fils sont présents, certains verticaux, d'autres horizontaux. Ces fils sont transparents, invisibles, mais ils ont de l'énergie et ils fonctionnent un peu comme s'ils étaient le centre de la boule à plasma. Plus ou moins, d'accord? Je simplifie les choses pour que ce soit plus facile à comprendre. Quand tu poses ton doigt sur l'écran, c'est comme si je mettais mon doigt sur la boule à plasma. L'énergie circule dans ces fils et veut sortir par ton doigt, mais le verre l'en empêche. Mais ce mouvement des électrons est détecté par le téléphone. Le téléphone a des capteurs pour percevoir cela. Donc, si je mets mon doigt ici, par exemple, le téléphone détecte que je mets mon doigt sur la colonne C et la ligne 3. C'est comme une carte, comme des coordonnées géographiques, la latitude et la longitude, une bataille navale. Là, le téléphone sait, Béret a pointé cette ligne et cette colonne. Mettre mon doigt à deux endroits ne pose pas de problème. Il remarque que mon doigt tente de voler de l'énergie dans les colonnes D et B, lignes 3 et 5. Vous avez sûrement remarqué que si vous posez un crayon ou une gomme sur le téléphone, il devient inutilisable. C'est pour la même raison que la boule de plasma. Si vous ne mettez pas quelque chose de conducteur d'électricité, les électrons qui sont ici ne voudront pas s'échapper vers l'objet que vous avez touché. Donc, si c'est un crayon recouvert de papier aluminium, par exemple, vous pouvez utiliser le téléphone portable sans problème. On est d'accord, non? Une explication comme celle-ci, même avec une boule plasma, si ça ne mérite pas un petit like, mais Ibéré, tu as oublié de dire que j'ai précisé que c'était une explication simplifiée. Si ça ne mérite pas un like, je ne sais pas ce qui le mérite.